dernière esclavie en date agorique. Toute maison comme celle-ci emporte une mère agorique, une ancienne esclaverie, même l'actuel presbytère. L'effectif dans cette maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Et bien des fois dans cette maison, toute une famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules. Dans des cellules de part et d'autre, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, ils en mettaient 15 assis tout le long du mur, le dos contre, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. Généralement, ils vivaient dans cette maison, dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé l'île en 1779 est partie de ce lieu. Étrange marché aussi, où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, comme le cheval. La valeur d'un homme, de son poids et de sa musculature. La valeur d'une femme dépendait de ses seins et de sa virginité. Ces esclaves, on les palpait comme du bétail, pour permettre à l'acquéreur aux marchands de discuter sur la valeur musculaire de chacun. Parce que chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine ou chevaline. Ils partaient de cette île sous des numéros matricules, jamais sous leurs noms africains. Alors, à partir de la porte qui donne sur la mer, que nous appelons la porte du voyage sans retour, pour ces esclaves, c'était Dieu l'Afrique. La séparation était totale. Le père sur la Louisiane, aux USA, la mère au Brésil ou Cuba, l'enfant à Haïti ou les Antilles. Et là, vous aurez le type de chaîne que l'esclave avait aux chevilles au moment où il allait aux toilettes. Alors, au milieu de la chaîne, une grosse boule. Une boule que l'esclave était contraint de porter. Et nous avons trouvé enfouie dans cette maison une de ces boules, authentifiée du XVIIIe siècle. Le poids de la boule est de 10,3 kg. Cet anneau d'esclave nous vient de Bordeaux, que nous avons reçu il y a quelques années, des maîtres de la maire de Bordeaux, qui en a fait don à la maison d'esclave du XVIIIe siècle et sa fameuse clé. Voilà, madame, monsieur, on parle beaucoup des camps de concentration juifs que nous respectons en tant qu'Africains. Les camps de concentration juifs n'auront pas duré plus de 12 ans. La traite des Noirs aura duré 3 siècles, de 1536 à 1848. Heureusement, aboli par la France, on ne parle presque jamais de cette traite des Noirs. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, madame, monsieur, j'en parlerai toute ma vie. Car il faudrait que ce lieu demeure pour les générations futures, afin que l'histoire ne se répète pas. Merci d'être venu. Combien sont-ils, ces hommes, ces femmes, ces enfants, à avoir franchi la porte du voyage sans retour, avec pour destination les plantations des Amériques et de l'océan Indien? On parle de 11 millions de déportés et de millions d'autres vies sacrifiées. Du XVIe au XIXe siècle, les grandes puissances européennes se lancent dans la traite négrière avec l'absolution de l'Église. La France occupe un rôle de premier rang. La mer deviendra le tombeau de milliers d'Africains morts sans sépulture. Qui sait que Bordeaux, La Rochelle ou Le Havre étaient le point de départ de ce sinistre commerce? Nantes, qui est la seule ville en France à avoir assumé ce passé, fut le premier port négrier et le second d'Europe derrière Liverpool. En 1688, le premier navire négrier nantais quitte le port à destination de l'Afrique. À son bord, des étoffes, des armes, de l'alcool, qui serviront de monnaie d'échange. Suivront pas loin de 2000 expéditions jusqu'en 1830. Les armateurs s'enrichissent en troquant des vies humaines avec la complicité de rois et de chefs de guerre africains ou arabes. 1800 expéditions
pour 600 000 esclaves. Déportés, enchaînés, entassés en fond de cale les uns sur les autres, dont un quart trouveront la mort durant la traversée. Aujourd'hui, des descendants d'esclaves, citoyens français, s'interrogent et veulent comprendre. Lorsque je suis arrivée à Paris pour faire mes études supérieures, je suis tombée tout à fait par hasard sur l'histoire de l'esclavage. Alors je savais très vaguement qu'il y avait eu des esclaves dans un temps que j'étais absolument incapable de situer, mais je n'avais pas imaginé une seconde que je pouvais personnellement être concernée par cette histoire de l'esclavage. Comprendre tout d'un coup, dans un éclair, que j'en venais, oui, c'était d'une extrême violence, parce que d'abord, ça me donnait une filiation par rapport à des personnes qui avaient été mises en servitude. Et le premier sentiment que l'on éprouve à ce moment-là, c'est le sentiment d'avoir été vaincu. Et c'est extrêmement violent pour une adolescente de comprendre qu'elle vient de peuples vaincus. Ça a été d'une telle violence que probablement c'est un des ressorts qui m'est guidé pour faire en sorte que les enfants aujourd'hui, les adolescents ne découvrent pas cette histoire au détour d'un coin de rue, au hasard d'une rencontre. C'est pour ça que je me bats pour qu'elle soit enseignée dans le cadre tout normal des programmes scolaires. Très tôt, quand on organise la traite négrière, on a besoin de travailleurs. On a besoin de travailleurs, de gens qui vont travailler dans les plantations. Et ce qu'on a voulu, c'est des gens qui travaillaient pour rien, pour faire plein de profits. Parce que l'Europe découvre le sucre au XVIIe siècle. Avant, on sucrait avec le miel. Quand l'Europe découvre le sucre, elle ne peut plus se passer de sucre. Toi? Oui? Pourquoi c'était les Noirs? On va dire que les Noirs sont naturellement esclaves et on va inventer l'idée que ces personnes issues de ce continent sont inférieures et on va même dire que de les rendre esclaves va les aider à être civilisés. Comment ils vivaient les esclaves? On les nourrissait très mal, ils n'avaient rien pour s'habiller, ils vivaient dans des cases tous ensemble. Toutes les conditions de vie et de travail étaient très mauvaises. Parce que la question de l'esclavage, c'est de ne pas considérer les gens comme des êtres humains. Et pourquoi les esclaves, ils n'ont pas défendu? Ils se sont défendus tout le temps. Tout le temps. Ils ont résisté aux captures. Sur les bateaux, on résiste, en faisant des mutineries, en refusant de manger. Une manière de résister, c'était aussi de se laisser mourir. Parce que comme ça, je ne serais pas esclave. Louis Delgrès symbolise la résistance. Métis et colonel de l'armée française, il est devenu l'un des héros de la jeunesse antillaise. C'est du haut de ce fort, assiégé par les troupes bonapartistes venues rétablir l'esclavage, qu'il lance le 10 mai 1802 sa proclamation à l'humanité tout entière. La liberté est un principe universel et inaliénable. Delgrès et ses rebelles tiendront 15 jours. Puis, il s'échappera vers les montagnes de la Soufrière, où il se suicidera avec ses hommes. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants furent déportés aux Antilles françaises. Sur les plantations, l'esclavage est régi depuis 1685 par le Code noir, d'une froide et terrible rigueur. Mais où trouver les traces de l'esclavage? La mémoire vivante, la mémoire actuelle, chez les communautés issues de l'esclavage, se vit encore sur le mode de la blessure. Regardez en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de traces. Il n'y a pas beaucoup de musées concernant l'esclavage. Même nous, à l'école, on savait vaguement que l'esclavage avait existé, mais on n'en parlait pas beaucoup, comme si c'était la part cachée et sale de notre histoire. Et tout a été fait durant près de 2 siècles, 1 siècle et demi, pour que l'esclavage soit oublié.
après l'abolition de 1848, les républicains ont eu comme mot d'ordre « oublions le passé ». Et cela signifie que dans l'histoire de France même, il y a eu un voile jeté sur cette histoire. La Martiniquaise la plus célèbre et la plus photographiée est Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français. Joséphine a l'œil fixé sur la ligne bleue de l'horizon. La réappropriation de cette histoire fait s'effondrer des mythes. Celui de Joséphine de Beauharnais. L'impératrice créole fut l'épouse de Napoléon qui rétablit l'esclavage. Sa statue au centre de Fort-de-France est une insulte. Elle est décapitée. Mais la destruction des mythes ne signifie pas la disparition des mémoires. Celle de l'humiliation et de la honte. Mes parents, ils étaient tellement admirateurs de la France qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants parlent créole, écoutent un certain style de musique et un certain type de vie. Ma famille croyait qu'il fallait absolument rompre avec les traditions guadeloupéennes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à concilier, une forme de modernité avec un respect du passé des origines. Est-ce parce qu'ils avaient cet amour de la France qui vous ont poussé à venir faire vos études en métropole? Oui. Ça, c'est à Paris, du temps des études, au Jardin du Luxembourg. Je me rendais compte que j'avais vécu un peu sur un mythe d'être française et blanche. Je commençais à comprendre que j'étais tout à fait autre chose. C'était une sorte de recherche de qui on est, qui devient de plus en plus douloureuse, de plus en plus envahissante. Ça a été un peu douloureux. Et alors après, cette vie en Afrique, pour vous, c'est des moments de bonheur? Finalement, en quittant Paris, en venant en Afrique, je pensais que là, ça allait être très facile. J'allais me retrouver et que finalement, tous les problèmes seraient résolus. Et j'arrive là et je trouve des problèmes auxquels je n'avais pas pensé. Problème de langue, j'aime penser à la langue avant. Problème de religion, j'aime penser à la religion. Problème du rapport qu'on a avec soi-même. Le fait d'être femme en Afrique, où il y a une autre image féminine, un autre comportement féminin, où les gens trouvent que je parle trop, que je pose trop de questions, que finalement je ne me conforme pas non plus à l'image que l'on rêve d'avoir d'une femme noire. Tout a été difficile en Afrique, tout. Et avec l'éducation que j'avais reçue, en plus, tout était terriblement confus, brouillé. J'ai été différente des Français, oui. Je me découvrais différente des Africains, mais je ne savais pas exactement qui j'étais. Ne pas savoir qui l'on est, avoir une identité que l'on n'a pas choisie, mais surtout être assigné à une couleur fustigée, c'est aussi cela vivre au présent cette histoire. Jusqu'ici, la couleur noire est pensée comme étant un maléfice. C'est-à-dire jusqu'au XXIe siècle, on peut dire que y a des gens qui se marient, qui sont noirs avec des gens plus clairs, afin de blanchir la race, comme ils disent. Donc il y a bien un racisme, une hiérarchie sociale qui est fondée aussi sur une hiérarchie de couleurs.
Je suis noire, oui, mais il y a noir noir et Noir bleu. il y a noir clair. Mais moi, on m'appelle Chabine dorée. Bon, je ne suis pas une Chabine, je suis noire. Même si je suis claire, mais je ne suis pas une Chabine. On dirait que tu as du mal à te situer quand même. Parce qu'en fait, tu es noir, tu es Chabine dorée. Parce que les gens t'appellent Chabine dorée. En même temps, toi, tu penses que tu es noir. En même temps, tu dis que tu es clair. Oui, c'est pour ça que je vais préférer avoir la peau plus foncée. Je préfère. Je suis déjà noire, donc je ne veux pas devenir encore plus noire. En fait. Pourquoi tu as eu ce problème? Est-ce que c'est par rapport au regard des autres, par exemple? Est-ce que c'est... Lorsque j'étais petite, on me disait une négresse laide qui mouillait. Et voilà, ça m'a donné un complexe parce que lorsque, par exemple, Laetitia, elle est avec nous, on est un groupe de filles. Il y a plein de négresses. Et il y a une Chabine. Lorsqu'on passe dans la rue, ils vont plutôt appeler Chabine, Chabine, Chabine. Ouais. Mais les négresses, c'est transparent. Les négresses sont transparents. Transparent. Ils sont invisibles. Mais lorsqu'on va voir Laetitia dans la rue, toujours ici, c'est Laetitia qu'on va appeler. On ne va pas appeler ni moi, ni Wendy, ni personne. Laetitia. Et on a parlé de la foi. Est-ce que vous pensez, par exemple, que être noir en Guadeloupe et être noir en France, il y a une différence? Hein? Oui. La différence qu'il y a en France et en Guadeloupe, c'est qu'en France, quand il y a un noir, le noir, il est noir, point. On ne va pas chercher à savoir s'il est chabin, s'il est à demi noir ou blanc, il est noir, point. Tandis qu'en Guadeloupe, on va dire, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a des chabins, il y a des peaux charpées, il y a des noirs et il y a des bleus. Donc en France, il n'y a pas de différence. C'est soit tu es noir, soit tu es blanc, point. Fini. Le 23 mai 1998, 40 000 manifestants défilent dans les rues de Paris pour honorer la mémoire des esclaves. Première historique. Cette marche fut le point de départ de la quête identitaire des Français descendants d'esclaves. La marche est digne et silencieuse. Dans le cortège, quelques vedettes et puis des milliers d'anonymes. Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, ils sont là pour dire qu'ils sont tous des enfants d'esclaves. Bien sûr, les 150 ans de l'abolition de l'esclavage ont été commémorés, mais les anniversaires et les célébrations officielles ne remplacent pas un vrai travail de mémoire. Pendant très longtemps, on ne s'est pas souvenu. Et ceci n'est pas juste. Une société, en tout cas un groupe humain, un peuple, une communauté ne peut pas vivre dignement si elle n'honore pas ses morts. Il y avait une telle dignité, elle était silencieuse. On l'avait voulu silencieuse. On l'avait voulu sans chaîne. On l'avait voulu sans parole. On l'avait voulu comme si, on voulait dire à nos parents qu'on les aimait. C'était vraiment une marche où on disait à nos parents de nous pardonner de les avoir oubliés tant de temps. Donc on n'était pas dans une démarche de revendication. Donc on était dans une démarche extrêmement apaisée. Moi, elle m'a apaisé. M'a beaucoup apaisé. On a ouvert une porte, 98, on ne l'a pas exploité médiatiquement, on ne l'a pas exploité politiquement. Madame Taubira a pu s'en saisir pour que l'esclavage soit déclaré crime contre l'humanité.